BFM Business, BFM Crypto, le club, avec Stéphane Pedrazzi. Toute l'actualité des cryptos, du Web3 comme tous les après-midi sur BFM Business. Soyez les bienvenus. Nos invités en plateau cet après-midi, Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN, l'association de défense des actifs numériques. Bonjour, merci d'être avec nous. Également en plateau, Jean-Gabriel Guillet, réalisateur, ancien trader, réalisateur de Crypto-monnaie, mon incroyable Odyssée. Merci d'être avec nous. Documentaire diffusé en ce moment sur Canal+, on en parlera dans un petit quart d'heure pour ceux qui ne savent pas encore où se positionner entre les pros crypto et les indécis. On verra un petit peu ce que vous avez appris de cette immersion dans la planète crypto. Et puis, il devait être avec nous, il est coincé dans les transports. Jonathan Herscovici, directeur général de Stackinsat, devrait en théorie nous rejoindre en cours d'émission. Mais d'abord, comme chaque fois, on va jeter un œil sur les niveaux à surveiller, sur les cryptos, sur Bitcoin notamment, avec Valentin Nicot. Bonjour Valentin. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. C'est un peu les montagnes russes sur le Bitcoin. On est passé brièvement en dessous des 61 000 $ cette nuit, très tôt ce matin, après les records de la semaine dernière. Où est-ce qu'on en est et quelle est la tendance ? Ouais, c'est certain. Écoutez, pour l'instant, on est plutôt... on n'est pas en valeur refuge. On se posait d'ailleurs la question la semaine dernière par rapport au marché action. On reste un peu sur les paramètres de l'an dernier, donc c'est-à-dire un Bitcoin qui suit plutôt les variations de la tech de manière générale et surtout américaine. On a quand même fait là sur un mois 22% de hausse malgré la correction de cette dernière semaine. Après en effet un plus haut à 73 000. On avait évoqué la semaine dernière avec vous notre intérêt si on revenait justement sur le support autour des 62 000. On s'est fait une petite frayeur en passant en dessous. Maintenant qu'on est repassé au-dessus à 63 000 actuellement 637, nous on reste positif. Donc on a vraiment cet axe des 62 avant de se poser question. Là on a un overlap, donc c'est une ancienne zone de résistance qui devient support, qui est en train de se créer, qui est une structure assez forte. Donc on espère qu'elle va tenir et on pourrait éventuellement penser que c'est un niveau pas trop, enfin plutôt intéressant pour s'intéresser à cet actif qui reste très volatile, donc toujours avec mesure bien évidemment sur ses positions. Merci beaucoup Valentin Nicot, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. On va parler d'un rapport qui a été remis hier à Bercy. On en parlait déjà un petit peu hier. Elle concerne cette étude, l'adoption des crypto-monnaies en France et en Europe. C'est un rapport qui a été commandé par l'ADAN, l'Association de défense des actifs numériques, et qui a été remis à la nouvelle secrétaire d'État au numérique. Faustine, quels sont les principaux enseignements, à commencer par le taux de pénétration, l'adoption des cryptos en France ? Effectivement, c'est une étude que l'on remet pour la 3e fois et le but est de documenter où on en est de l'adoption des cryptoactifs et quel est l'état des lieux de l'industrie. Donc sur les 3 ans, on peut tracer une évolution et c'est pour ça qu'on a intitulé le rapport de cette année, poursuite à la fois dans l'adoption et dans la croissance du secteur. Car effectivement, si on prend l'adoption, notre premier rapport en 2022 faisait état de 8% des Français qui détenaient des cryptoactifs. Donc déjà, à l'époque, c'était un chiffre qui avait surpris. On ne se rendait pas compte à quel point les Français avaient déjà une certaine appétence pour ces actifs. En 2024, aujourd'hui, c'est 12% des Français qui détiennent des cryptoactifs. Dans le détail, on va avoir 10% des Français qui détiennent des crypto-monnaies, des jetons de protocole, Bitcoin étant l'actif préféré des Français, 6% qui détiennent des stablecoins et 6% qui détiennent des NFT. Et peut-être que sur les NFT, c'est important de le souligner, on est sur l'accélération la plus importante en termes d'adoption. Ça a été multiplié par 3 en l'espace simplement de 2 ans. Ce qui souligne derrière que les Français comprennent de mieux en mieux finalement que sont ces NFT au sens large, avec sur par exemple les jeux vidéo ou l'identité numérique, un accroissement de l'intérêt de ces Français pour en acquérir. On reste néanmoins en dessous des niveaux d'adoption d'autres pays, j'ai envie de dire, phares pour les crypto-monnaies. Je pense notamment à la Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont effectivement le champion de l'adoption. La France se situe à peu près au même niveau que l'Allemagne et l'Italie, donc autour de 12%. On a des facteurs d'optimisme pour l'avenir par rapport à ces autres États qu'on a sondés, donc effectivement Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et Italie. Premier point, par rapport à l'an dernier, la France est le seul pays où l'adoption s'est accélérée. Dans les autres pays, ce n'est pas le cas.
L'autre point intéressant, c'est que la France est aussi le seul pays où le nombre de réfractaires aux cryptos s'est abaissé. Dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Et enfin, c'est en France qu'on a la proportion la plus élevée d'intentionnistes, c'est-à-dire de Français qui considèrent acquérir des cryptoactifs et qui ne l'ont pas encore fait. Il y a un chiffre intéressant sur les femmes. On voit bien que derrière la progression du chiffre global, la progression des femmes est assez limitée. Pour quelles raisons ? Alors effectivement, l'écart de représentation entre les hommes et les femmes dans l'investissement en crypto s'est accru sur les dernières années. C'est pas forcément inhabituel par rapport à l'investissement financier en général. On dit que les femmes ont une aversion au risque plus marquée que les hommes. Elles vont être plus prudentes, elles vont avoir besoin d'un petit peu plus d'informations. Et effectivement, le Web3 en général est peut-être encore perçu comme un secteur masculin. Il y a une sous-représentation des femmes qui pourtant sont très présentes, elles sont présentes dans l'investissement. D'ailleurs, au niveau des intentionnistes, elles sont quasiment en proportion égale par rapport aux hommes. Elles sont aussi très présentes dans le monde entrepreneurial et au niveau des collaboratrices. Mais malheureusement, effectivement, il y a une moindre visibilité qui forcément n'attire pas nécessairement les femmes vers cette classe d'actifs. J'en profite pour saluer Jonathan Erskovici, directeur général de Stackinsat, qui est en ligne avec nous. Bonjour Jonathan, coincé dans les transports, je vois qu'on est prêt pour les Jeux Olympiques à Paris, tout va bien. Par rapport à ce rapport qui a été remis hier et qui concerne l'adoption des cryptos en France, est-ce que vous, j'imagine que vous avez vu les chiffres, vous avez des observations sur le fait notamment qu'on progresse en France, mais on est toujours en retard par rapport aux pays stars en Europe ? Alors oui, bonjour Stéphane, bonjour Christian, et désolé pour mon absence aujourd'hui à cause effectivement des transports parisiens. Alors, oui, Jonathan, je suis désolé, il y a beaucoup trop de bruit. En fait, on va pas pouvoir vous entendre à l'antenne. On va réessayer dans quelques minutes, voir si il y a un petit peu moins de bruit autour de vous. Désolé, c'est une émission en direct et les transports parisiens sont ce qu'ils sont à quelques mois des Jeux Olympiques. La France souhaite se positionner, Faustine, comme le hub, on va dire, européen du Web3. Bruno Le Maire a plusieurs fois insisté sur cette ambition. Objectivement, est-ce qu'on en prend le chemin ? Alors effectivement, c'est une ambition affichée depuis à peu près 1 an et demi que la ministre a rappelé hier, Madame Marina Ferrari, la nouvelle secrétaire d'État chargée du numérique, qui effectivement prend en compte les chiffres de l'adoption qui sont croissants, qui sont positifs, et aussi la croissance du secteur, même si j'y reviendrai plus tard, prend aussi note des freins persistants auxquels l'industrie fait face. Donc il y a une ambition. C'est pas forcément ce que les Français relèvent, puisqu'on a très peu de Français qui sont confiants, en tout cas qui pensent que la France et l'Union européenne soutiennent le développement de ce secteur. Ouais. Donc pas forcément une bonne compréhension de ce qui a pu être fait, notamment au niveau français en matière de réglementation, en matière de politique publique pour le secteur, plutôt une perception de ce qu'il reste à faire. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux autres pays européens, à peu près tous les citoyens interrogés dans les pays qu'on a sondés sont relativement négatifs quant à l'action de leur gouvernement et de l'Europe en faveur du secteur. Donc c'est pas typique à la France, on va dire. En revanche, c'est en France où on va dire ils sont les plus optimistes dans ces pays, dans ces populations qui voient encore tous les efforts à faire. Donc et par rapport à ça, ce qui est vrai, c'est que en France, c'est là où on a le taux de confiance le moins important en Europe. Donc on peut se dire que quand même, la France, il y a une compréhension de ce qui a pu être fait. Il y a encore une impulsion à donner que les Français attendent sur un certain nombre de freins qu'on pourra développer, mais qui malheureusement persistent et qu'on relève d'une édition à une autre de notre étude. Justement, les freins dont vous parlez, ils sont réglementaires, ils sont culturels ? Alors, par exemple, par rapport à l'an dernier, par rapport aux années précédentes, une des préoccupations qu'on voit en recul pour les Français, c'est l'absence de réglementation. Parce que justement, il y a une meilleure compréhension que cette réglementation existe en France et qu'elle se met en place en Europe. Donc il y a une demande de réglementation ? C'est une demande, c'est un facteur très important pour les Français, très très important, un signe de confiance que d'avoir cette réglementation. Et d'ailleurs, on le voit, ils vont davantage vers des acteurs régulés, même si des événements de 2023 n'ont pas forcément suscité la confiance, alors que la réglementation française notamment y est pour rien. Les autres freins qu'on peut souligner, il y a toujours le canal bancaire, à la fois au niveau de l'acquisition par les citoyens, mais aussi pour développer le secteur, qui reste un obstacle majeur. D'une part, les Français voudraient vraiment massivement passer par leur banque pour acquérir des cryptos. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui leur est mis à disposition, donc ils vont vers les intermédiaires spécialisés, les acteurs natifs du secteur. Et les banques aujourd'hui ne soutiennent pas, ou il y a encore beaucoup de freins pour aider les acteurs
secteur à se développer, ouvrir des comptes, bénéficier de crédits, bénéficier de services de paiement, etc. Donc toujours beaucoup de freins. Au niveau de l'assurance, c'est pareil, toujours beaucoup de freins. Au niveau du financement, au-delà de stade early stage de financement, on a très peu de soutien et encore davantage de soutien des acteurs français. Alors qu'on a une industrie qui souhaite lever, on le montre dans l'étude, la majorité des répondants souhaitent lever, mais les acteurs du financement, les acteurs de l'investissement et en particulier les acteurs français sont relativement absents. Au-delà du early stage, il faut néanmoins souligner l'action moteur de BPI France pour soutenir financièrement le secteur, mais il faut des relais aujourd'hui au niveau du secteur privé et notamment français. On va tenter de joindre à nouveau Jonathan Erscovici, directeur général de StackingSat. Jonathan, vous êtes vous êtes de nouveau avec nous, désolé, coincé dans les transports, on le rappelle. On va parler des niveaux sur le Bitcoin. On est à 63 809 $. Après un creux ce matin, on va parler des perspectives dans un instant. D'abord, un mot sur le record récent, on dit ATH, All-Time High, dans le jargon Bitcoin. Vous dites, en fait, on n'a pas encore dépassé les niveaux de 2021 si on tient compte de l'inflation, c'est bien ça ? Alors oui, c'est tout à fait ça, Stéphane. Et effectivement, on entend beaucoup là depuis 2 semaines que Bitcoin aurait dépassé son ATH en dollars. Et effectivement, lorsqu'on ajuste de l'inflation, en fait, Bitcoin aurait dû dépasser les 79 000 $, alors que l'ATH qui a été identifié là il y a quelques jours a été à 73 700. Or, en fait, le précédent ATH, qui s'est déroulé du coup en novembre 2021, on était à 69 000 $, ce qui serait en fait l'équivalent d'aujourd'hui de 61 000 $. Voilà. Donc du coup, c'est exactement ce qu'il faut retenir, et on espère tous que Bitcoin pourra dépasser son ATH très prochainement. En tenant compte de l'inflation. Ouais. Jonathan, vous êtes toujours positif en matière de perspective. On a notamment le halving qui devrait se produire dans moins d'un mois sur Bitcoin. Ça, c'est un facteur positif, même si on l'a déjà anticipé. Alors oui, donc il y a plusieurs facteurs. Déjà, c'est l'atmosphère générale qui est extrêmement positive. Évidemment, cette impulsion a été provoquée par l'arrivée des ETF. Bon, ça, j'imagine que sur votre antenne, vous en parlez régulièrement, mais c'est vraiment très, très positif pour l'écosystème, pardon. Et Bitcoin a clairement le potentiel d'aller chercher les 100 000 $, donc notamment grâce à l'afflux massif d'argent provenant des ETF. Vous avez évidemment le halving qui peut contribuer encore à une augmentation du prix. Vous avez aussi une liquidité qui s'appauvrit, donc cette liquidité qui s'appauvrit, ça veut dire que c'est des facteurs de soutenance du prix. Vous avez aussi, pareil, la fin de la mode des BRC20 et des ordinals qui va contribuer à augmenter finalement l'utilité de Bitcoin en tant que moyen de paiement, parce que là, les frais du réseau sont beaucoup plus accessibles. Et enfin, et ça c'est aussi le dernier point que je voulais souligner, c'est que finalement on rentre dans une nouvelle ère où on a dépassé en tout cas sans tenir compte de l'inflation, le précédent ATH, et effectivement on rentre dans des zones de découverte du prix. Et en général, ces zones de découverte de prix, ça peut monter encore Bitcoin encore plus haut. On va dire quelques mots aussi avec vous de la 5e édition de Surfing Bitcoin qui aura lieu à Biarritz du 28 au 30 août. Je crois qu'il y aura 4 thèmes cette année. Alors effectivement, on est très heureux avec mon équipe d'annoncer la 5e édition de Surfing. Ça fait du coup quelques années maintenant qu'on est présent dans le paysage français et européen. D'ailleurs, merci à la dame de nous avoir cités dans son étude. Et effectivement, les 4 thèmes de cette année seront donc finance et asset management, évidemment avec un gros focus sur l'ETF Bitcoin, sur ses développements, sur ses caractéristiques, parce que finalement on en parle beaucoup, mais on n'a jamais encore détaillé exactement quels étaient les tenants aboutissants de ces produits financiers. On va parler évidemment de tech et d'innovation. On va notamment parler des BRC20 et des ordinals qui ont marqué ces 12 derniers mois sur Bitcoin. On va parler d'économie, parce que évidemment avec Bitcoin c'est très important, et son utilité finalement dans les pays en voie de développement qui utilisent Bitcoin en tant que moyen de paiement, alors que nous justement occidentaux on utilise Bitcoin plutôt comme une réserve de valeur. Et enfin, c'est un sujet qui revient régulièrement, mais tout ce qui est minage, énergie et environnement sera aussi un des derniers thèmes de cette 5e édition. Et du coup, on annonce tout ça en détail demain lors d'une soirée à Paris.
Donc pour tous ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à partir de 19h à Paris dans un bar vers Bonne Nouvelle. Merci beaucoup, Jonathan Erskovici, directeur général de StackingSat. Merci d'avoir réussi à être en ligne avec nous dans cette émission malgré les difficultés. Peut-être un commentaire sur les ETF, Faustine. Jonathan en parlait. Vous êtes confiant que ça va arriver en France un jour, les ETF en Bitcoin? Alors en tout cas, c'est une question qu'on a posée en français, à savoir est-ce qu'une exposition indirecte plutôt que directe aux cryptoactifs les intéresserait. Donc on a quand même la moitié des Français qui privilégient une exposition directe aux cryptoactifs, ce qui montre quand même l'intérêt de bénéficier des caractéristiques et des propriétés intrinsèques aux cryptoactifs, notamment la propriété directe de l'actif et peut-être ne pas passer par un intermédiaire. On a effectivement demandé, et donc pour un quart des Français, une exposition via les ETF est effectivement considérée et serait intéressante. Donc on attend que ce soit un canal qui se développe davantage. Et enfin, une exposition par les actions d'entreprises du secteur. Pour un quart des Français, c'est aussi quelque chose qu'ils souhaiteraient considérer. À titre personnel, vous pensez que ça finira par arriver en France? Alors, vous avez déjà des produits qui peuvent exister pour s'exposer de façon indirecte. Mais indirect. Exactement. Ce qui est l'objectif en réalité de ces investisseurs. Donc à suivre, ça soulève beaucoup de questions. Merci beaucoup. Faustine, vous restez avec nous. On a déjà présenté Jean-Gabriel Guillet. Vous êtes un ancien trader et vous avez réalisé un documentaire qui est rediffusé en ce moment sur Canal+, qui s'appelle Crypto-monnaie, mon incroyable odyssée. Est-ce que vous aviez un biais particulier sur la communauté crypto avant de commencer ce documentaire? Pour être tout à fait honnête, moi j'étais plutôt crypto-friendly. J'aimais les cryptos, j'en avais acheté, je m'intéressais beaucoup à la technologie. Mais pour l'équilibre du documentaire, je me suis forcé à aller voir à la fois les grands noms des cryptos, des passionnés, des créateurs. On a Michael Saylor pour le Bitcoin, on a CZ, l'ancien patron de Binance, on a Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, mais également des gens qui sont plutôt crypto-sceptiques. On est allé voir des journalistes du Financial Times, on est allé voir la BCE, la Banque Centrale Européenne, justement pour avoir les deux côtés de notre enquête et challenger un peu les pro-crypto en fait. On vous a ouvert les portes facilement du côté des pro-crypto? Facilement, c'est relatif. On a quand même dû faire pas mal d'efforts pour rencontrer ces grands noms, mais au final, ils ont accepté parce que je pense c'est des passionnés, c'est des gens qui ont envie de parler de crypto, qui ont envie de parler de leur vie dans la crypto, et ils l'ont fait. Ils l'ont d'ailleurs très bien fait, et ça rend vraiment très bien dans le film. Qu'est-ce que vous avez découvert en immersion? Est-ce que ça correspond à l'image qu'on a souvent, c'est-à-dire un monde très clivant, avec d'un côté une communauté de passionnés et de l'autre pas mal de sceptiques? Vous parliez des banques centrales, mais ce ne sont pas les seuls. Alors j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré vraiment des personnages importants de cette communauté, passionnants, qui ont plein de choses à dire, mais j'ai aussi, et je pense que c'est peut-être le point central du documentaire, j'ai rencontré une communauté crypto, par exemple la communauté Ethereum qu'on a filmé à Paris, qu'on a filmé à Lisbonne, des gens qui construisent, des gens qui adorent les cryptos, qui sont là depuis longtemps et qui pensent vraiment, et c'est ça je pense la chose importante du film, qui pensent vraiment que les crypto-monnaies peuvent révolutionner la société et changer le monde un peu à la manière dont Internet a changé le monde depuis les années 2000. Les cryptos ont été créés, Bitcoin a été créé après la faillite de Lehman Brothers. C'était présenté comme une monnaie anti-système. Est-ce que c'est un état d'esprit qu'on trouve encore aujourd'hui? Je pense que c'est un état d'esprit qu'on trouve encore, même si c'est vrai que le domaine du Bitcoin, le domaine des crypto-monnaies, c'est entre guillemets mainstreamisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des banques, on a des fonds, on a des ETF, c'est plus du tout juste un sujet de passionné, c'est un sujet général. Et je pense que c'est ça aussi qui fait à la fois la force et qui va peut-être faire l'ambivalence du futur du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est son aptitude à être à la fois un actif, on va dire spécial, un actif même qui peut être contrariant par rapport aux autres actifs, mais qui en même temps va devenir de plus en plus courant. Est-ce que vous comprenez la position des banques centrales? Elles sont gardiennes du temple des anciennes monnaies ou des monnaies telles qu'on les utilise aujourd'hui. Est-ce que leur réaction, leur prudence vous semble justifiée? Oui, je pense que c'est totalement logique. Ou est-ce qu'elles préservent leur fonds de commerce? Je pense que c'est un peu les deux, mais c'est de toutes les façons, elles voient quand même arriver les crypto-monnaies comme un concurrent, donc elles sont obligées de défendre leurs principes, de défendre leur manière de concevoir la monnaie. Mais je pense quand même, pour être allé au cœur de la BCE, donc quand même voir des gens qui sont pas forcément les plus crypto-friendly, qui comprennent quand même l'enjeu énorme et le bouleversement qu'apporte la blockchain sur l'ensemble de l'économie et sur l'ensemble des systèmes monétaires. Ce documentaire
documentaire a été réalisé en 2021, avant certains scandales dans les cryptos. Qu'est-ce que vous changeriez aujourd'hui dans la manière de faire ce documentaire ? Je ne sais pas ce que je changerais. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a eu la chance d'avoir un documentaire qui va d'une période où on a connu un bull market et un bear market, un marché très haussier, un marché très baissier. Et donc ça, je pense que c'est très bon pour le documentaire parce que ça nous permet justement d'éviter les emballements, d'être à la fois confiant mais prudent et d'apporter des informations aux gens pour vraiment leur expliquer que malgré tout, la crypto-monnaie reste un marché volatile et que c'est ça qu'il faut quand même aussi bien comprendre sur ces actifs. Faustine ? Alors, je suis d'accord, on a vu l'institutionnalisation du secteur avec non pas que des entreprises natives de l'innovation maintenant qui bâtissent ces nouveaux cas d'usage, mais aussi certaines banques, alors pas toutes vont au même rythme, mais la Banque de Lubac et compagnie ou la Société Générale sont sorties du bois avant les autres, dont on sait elles vont porter des réflexions. Des acteurs comme PMU, Casino, que l'on n'attendait pas forcément sur ce segment d'activité parce que, et c'est quelque chose qu'il faut encore qu'on fasse, et c'est de la pédagogie qui est nécessaire. La crypto, le Web3, ce n'est pas que les marchés de crypto, c'est beaucoup d'autres usages et utilités derrière qui sont encore mal connus. Mais par contre, c'est ce qu'on voit, c'est qu'ils sont de plus en plus connus des Français qui, pourquoi est-ce qu'ils vont sur des NFT ? C'est pour jouer à des jeux vidéo. Pourquoi ils vont sur des stablecoins ? C'est qu'ils veulent accéder à la finance décentralisée. Donc, il y a une institutionnalisation et une démocratisation, mais qu'il faut encore, je pense, parfaire. Le Bitcoin a souvent été accusé de financer des pans pas très glorieux de l'activité humaine, mafia, trafic. C'est quelque chose que vous avez ressenti quand vous avez fait ce documentaire ? Non, franchement, pas spécialement. Moi, je pense que déjà, le Bitcoin, c'est une technologie. Donc, comme toutes les technologies, elle est neutre. Donc, elle peut être utilisée positivement ou négativement. Je dis pas qu'il n'y a pas de cas où le Bitcoin peut pas être utilisé pour des activités illicites, illégales. Mais on peut dire la même chose pour le dollar. On pourrait dire la même chose pour le dollar. On pourrait dire la même chose pour le cash. On pourrait dire la même chose pour enfin, je veux dire, c'est pas Bitcoin qui a inventé ni la criminalité, ni ça. Non, je pense que c'est pas un très gros sujet. Ça reste un sujet qui peut apparaître. Mais pour rejoindre un peu ce que disait Faustine tout à l'heure sur le fait que les crypto-monnaies sont en train de devenir assez grand public. Nous, on l'a vu à travers le film et on est très heureux. On a fait une projection où il y avait à peu près 200 personnes. Là, le démarrage sur Canal est vraiment très bon et on voit qu'il y a un vrai intérêt du public. Quand je dis public, c'est grand public, des gens qui vraiment savaient même pas comment Bitcoin, ce que c'était et qui sont venus voir notre film et qui ont dit ah ouais, c'est ça l'ampleur de la révolution, c'est ça l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Ah oui, c'est quand même quelque chose d'assez énorme et moi, ça me fait plaisir que le film et que le sujet rencontrent un grand public. Vous êtes d'accord, Faustine, votre travail, vous, c'est d'évangéliser justement les actifs numériques ? Complètement. Il y a encore un besoin d'évangélisation. Par exemple, on a parlé des banques, mais les conseillers en gestion de patrimoine ou les conseillers classiques sont aujourd'hui encore très frileux pour aller répondre à la demande qui existe. C'est pour ça qu'on fait cette étude, c'est pour montrer que cette demande existe et qu'elle croît. Elle est encore pas encore suffisamment répondue par ces acteurs traditionnels. Surtout que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une manne importante de la population jeune que ces crypto-actifs intéressent, que le Web3 intéresse, qui ne sont pas des clientèles captives finalement des acteurs traditionnels. Donc il y a vraiment aujourd'hui un enjeu pour qu'on développe une industrie innovante, compétitive, parce que c'est là qu'on va pouvoir créer les ponts d'accès à toutes ces innovations aux citoyens. Crypto-monnaie, mon incroyable odyssée, documentaire réalisé par Jean-Gabriel Guillet. Où est-ce qu'on peut le voir ? Il est en ce moment sur les chaînes du groupe Canal+. Est-ce qu'on peut le visionner en VOD quelque part ? Exactement, il est sur Canal+, Doc en linéaire et sur la plateforme MyCanal, où il est assez bien mis en avant. Donc encore une fois, je suis vraiment très content que ce documentaire rencontre son public. Merci beaucoup d'être venu en plateau nous en parler. On souhaite donc que tout le monde aille voir, effectivement, dans une optique d'évangélisation, voir ce documentaire. Merci donc à tous les deux. Jean-Gabriel Guillet, réalisateur de Crypto-monnaie, mon incroyable odyssée. Merci à Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN, l'association de défense des actifs numériques. Désolé, ça a été un petit peu chaotique avec cette histoire de transport, et de Jonathan Erskov qu'on a quand même réussi à avoir en ligne. Je vous retrouve pour les cryptos demain à partir de 15h et tout de suite sur l'antenne pour BFM Bourse. Restez avec nous.